Hackathon. Le soleil refait ses percées en Europe, signe que la période estivale se profile, tandis qu'aux Antilles, le carême brûle sa dernière fleur, ou pas. Complément alimentaire, jeûne intermittent ou sèche hyperprotéinée, tel est le dilemme auquel vous faites peut-être face dans votre quête du fameux Summer Body. Mais peut-être qu'au contraire, vous faites partie de la team des foodies qui, loin des dictates de la trend #SkinnyTalk et de ses injonctions au comptage de calories et autres jets aux résultats franchement douteux, préfèrent laisser parler leur appétit pour le plaisir, quitte à faire 1 heure de queue pour mettre la main sur le fameux cronut, l'hybride croissant donut, tant adulé, pour le déguster en mode gros plan sur Insta. Ou peut-être que vous n'êtes rien de tout cela, vous mangez ce que vous mangez, et puis c'est tout. Et pourtant, la nourriture avec qui nous avons un rapport si ambivalent n'est pas qu'une source de plaisir ou qu'un carburant pour notre métabolisme général, c'est aussi la ressource essentielle au bon fonctionnement de notre cerveau. Et oui, notre cerveau représente seulement 2% du poids corporel, mais consomme 20% de l'énergie. Ce qu'on met dans notre assiette influence donc directement notre cognition, mais aussi nos humeurs et notre gestion du stress. On dit que bien manger, c'est le début du bonheur et je vous propose de comprendre pourquoi ce vieil adage est si vrai. Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Est-on ce qu'on mange ou mange-t-on ce qu'on est? Telle est peut-être la question. Une chose est sûre, c'est que manger nous est vital pour fournir l'énergie nécessaire à notre corps, soutenir la croissance et la réparation cellulaire, nous protéger contre les maladies et assurer le fonctionnement de nos organes vitaux. Mais il ne s'agit pas que de ça, car l'alimentation aura aussi un impact sur notre cerveau, notamment grâce au dialogue permanent qui existe entre l'axe intestin-cerveau, qui est en fait une grande autoroute d'information via le nerf vague. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de la neuronutrition et de la psychonutrition, ouais, je sais ce que vous vous dites, c'est quoi encore ce truc? Mais je vous rassure, il s'agit juste de sous-branches des neurosciences qui s'intéressent principalement au lien entre l'alimentation et le fonctionnement cérébral et l'alimentation et la santé mentale. Ouais, intéressant, non? On y vient dans quelques instants. Donc, comme je le disais, avant de rentrer dans le vif du sujet de la neuronutrition, il faudrait peut-être commencer par expliquer ce qui se passe derrière une bouchée et pourquoi on parle de notre intestin comme d'un deuxième cerveau. Pour la faire courte, dès qu'un aliment entre en bouche, nos récepteurs gustatifs envoient des signaux au cerveau, entre autres sur la qualité de la saveur, exemple est-ce que c'est sucré, et son intensité, est-ce que c'est très sucré, ce qui nous permet de percevoir le goût, pendant que notre intestin, lui, anticipe de façon autonome la digestion. L'intestin est en effet doté de 500 millions de neurones semblables en termes de structure et en termes de fonctionnement à ceux que notre cerveau possède, ce qui lui permet d'être indépendant. En d'autres termes, bien qu'il soit influencé par le système nerveux dit sympathique, c'est-à-dire la partie automatique de notre système nerveux qui régule les fonctions vitales inconscientes comme le rythme cardiaque, eh bien l'intestin n'a pas besoin de recevoir d'ordre du cerveau pour initier ses actions. Grâce à son propre système nerveux dit système nerveux entérique, il gère seul la motricité digestive, les sécrétions enzymatiques et produit, grâce au microbiote, anciennement dit flore intestinale, des neurotransmetteurs qui voyageront alors jusqu'au cerveau via le nerf vague. Et oui, de nombreuses études comme celle de Cryan et Dinan en 2012 dans Nature Reviews Neuroscience montrent que le microbiote fonctionne comme une sorte d'usine qui va, grâce aux enzymes issus de ces bactéries, dégrader, fermenter et transformer les nutriments non digestibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas voués à être utilisés pour générer de l'énergie. Et ces nutriments non digestibles vont alors être transformés en molécules clés
dont les vitamines, les microbiolytes qui sont ceux à l'origine des facteurs neurotrophiques, c'est-à-dire l'engrais du système nerveux, et les neurotransmetteurs. Et cette usine ne chôme pas car 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur dont nous avons déjà parlé, sera en fait produite dans l'intestin. De même pour votre BFF, la dopamine, dont près de la moitié sera produite par l'intestin pour notamment une utilisation locale. Et là, Neureka, vous comprenez pourquoi l'alimentation est le sujet d'un podcast de neurosciences. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment après chaque bouchée et comment le simple fait de manger agit sur notre système digestif qui, à son tour, communique avec le cerveau, plongeons plouf dans la neuronutrition et décortiquons les mécanismes qui permettent à nos nutriments de dialoguer avec nos neurones à un niveau moléculaire. Bon, en fait, non. On ne va pas rentrer dans tout ça de détails biochimiques à expliquer comment la tyrosine décarboxylase transforme la tyrosine en dopamine à l'aide du bacillus de l'Escherichia coli ou du lactobacillus. On va juste en venir aux faits et simplement découvrir pourquoi certains aliments et donc leurs nutriments sont cruciaux pour notre bon fonctionnement cérébral et notre santé mentale. Si on vous parle de neuronutrition, de bonne nutrition de façon générale, vous entendrez inévitablement parler des oméga-3. Ces acides gras, les fameuses bonnes graisses, présentes dans l'huile d'olive, le saumon, le thon et même certaines graines comme le chia, sont connus pour être une bonne source d'énergie brute. Mais comme l'explique Fernando Gómez Pinilla dans son étude de 2008 publiée dans Nature Review Neuroscience, ces lipides sont aussi essentiels pour la plasticité cérébrale, car ils intègrent les membranes cellulaires des neurones et modifient leur fluidité, facilitant ainsi la communication synaptique et par conséquent la libération des neurotransmetteurs. Cette libération des neurotransmetteurs favorisera la transmission des signaux électriques et va aider à la formation de nouvelles connexions. En d'autres termes, les oméga-3 influencent directement la manière dont vos neurones communiquent entre eux et participent donc à une meilleure diffusion des informations dans les réseaux neuronaux. Et donc, parce qu'ils vont stimuler la transmission du signal, booster la production de nos neurotransmetteurs chouchous, la sérotonine, la dopamine, l'acétylcholine, leur ingestion va finalement avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de nos fonctions cognitives, et particulièrement sur la rapidité de la pensée grâce à la fluidité synaptique et sur l'apprentissage et la mémoire grâce à la création de nouvelles connexions neuronales, mais aussi sur notre motivation et notre humeur grâce à la production de dopamine et de sérotonine. Mais ce n'est pas tout, car petit bonus, ces mêmes oméga-3, à l'inverse des oméga-6, sont aussi un allié de la neuroprotection grâce à leur effet anti-inflammatoire qui neutralise le stress oxydatif et donc qui va réduire le vieillissement prématuré du cerveau et donc l'apparition du déclin cognitif. En gros, les oméga-3, c'est le lot gagnant, ce qui fait d'eux des nutriments indispensables qu'on a tout intérêt à mettre dans nos assiettes. Autres nutriments capitaux, les antioxydants, avec notamment la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols et le glutathion. C'est ce que vous ingérez quand vous dégustez des fruits rouges, du thé vert ou même un carré de chocolat noir. Ces antioxydants activent des voies de signalisation spécifiques qui protègent nos cellules du stress oxydatif et agissent comme un bouclier pour notre cerveau en neutralisant les radicaux libres, les molécules instables qui endommagent les cellules en leur volant leurs électrons. En neutralisant ces radicaux libres, les antioxydants favorisent ainsi la survie neuronale en limitant l'inflammation qui est généralement à l'origine des maladies neurodégénératives. Cela signifie qu'une fois dans notre organisme, ces petites molécules œuvrent en coulisses pour maintenir la robustesse de notre matière grise et ralentir la neurodégénérescence. C'est un peu comme si, dans votre assiette, se trouvait un rempart contre le stress et le temps. Et puis, il y a le magnésium, ce minéral présent dans les légumes verts, les noix ou même dans votre banane du matin, qui est un brasseur de vitamines. Il agit en fait en tant que cofacteur
pour de nombreux enzymes et régule les canaux ioniques des synapses pour notre activité neuronale. Barbagallo et Dominguez, dans leur travail de 2010, expliquaient justement le rôle du magnésium pour prévenir les surstimulations qui peuvent mener à des troubles du sommeil ou à une mauvaise gestion du stress, grâce notamment à son implication dans la production du GABA, le neurotransmetteur calmant dont on parlait dans l'épisode 4 de Neureka. Ainsi, en favorisant un apport adéquat, vous créez un environnement propice à la récupération de la fatigue et à la stabilité émotionnelle. Évidemment, ces trois nutriments ne sont pas les seuls à agir dans le fonctionnement cérébral. Il existe d'autres nutriments, dont le zinc, les vitamines B6, B9, B12, le fer, le sélénium, l'iode et la choline, qui eux aussi jouent un rôle crucial dans l'efficience du cerveau, soit parce qu'ils participent à la production ou la libération de neurotransmetteurs, soit parce qu'ils agissent sur la formation de la gaine de myéline, ou encore parce qu'ils aident à l'immunité cérébrale et à la neuroprotection. En somme, pour ne louper aucun de tous ces bienfaits, il est plus simple de veiller à n'en oublier aucun de ces bons nutriments dans notre alimentation. Maintenant qu'on a les bases, la vraie question c'est on fait comment concrètement pour manger brain friendly dans son quotidien? J'ai cité plusieurs aliments qui sont sources de nutriments dont on a indiscutablement besoin, mais qui sont souvent retrouvés dans le célèbre régime méditerranéen. Alors, on fait comment quand on est en outre-mer et qu'on est victime de la vie chère? On fait comme on a toujours fait, on s'adapte. Nos territoires regorgent de ressources, on utilise donc ce qui est déjà à portée de main. Alors, je ne vous dicterai pas de menu précis, non, je laisse vos influenceurs fitness préférés le faire, mais je peux vous souffler quelques super aliments locaux qui devraient offrir à votre cerveau un véritable coup de boost. Commençons par les oméga 3. Pas besoin d'importer du saumon bio d'Écosse. Le thon et la sardine font très bien le job, de même pour l'huile de colza et les graines de lin. Pour les antioxydants, là, on pense couleur. Plus notre assiette est vive en couleur, plus c'est le signe que les aliments détiennent des antioxydants. On pense patates douces, avocats ou encore pour pieds de nos jardins créoles, mais aussi à nos épices dont le curcuma, la cannelle et le gingembre, sans oublier le cacao brut de la tablette de chocolat à 70%. Miam. Parfait pour les gourmands comme moi. Et puis, il y a le magnésium. Il se cache dans les légumes verts, les légumineuses comme les lentilles, les fruits à coque comme les noix de cajou, ou encore dans les infusions de feuilles locales comme la citronnelle. Et enfin, l'hydratation. Le cerveau, c'est 75% d'eau, donc sans eau, il carbure moins. Une étude de Benton et Burgess en 2009 a montré qu'un déficit hydrique de seulement 1 à 2% suffisait à réduire les performances cognitives chez les jeunes adultes. Une déshydratation même légère impacte donc directement les fonctions cognitives dont la mémoire de travail, la vitesse de traitement et la vigilance. Donc, petit atout dont on dispose en plus de l'eau, c'est bien sûr l'eau de coco, concentrée en électrolytes naturels qui aident le cerveau à rester vif et alerte. Mais l'effet de tous ces nutriments ne sera certainement pas aussi bien capitalisé s'il n'y a pas le contexte. On peut manger l'aliment le plus sain du monde, si c'est stressé dans le bruit ou en scrollant TikTok, notre cerveau ne va certainement pas opérer les actions nécessaires pour en tirer profit. Bien manger, c'est aussi ritualiser. Prendre le temps, s'arrêter, respirer, en profiter quoi. Bien manger, ce n'est donc pas qu'une question d'énergie physique, c'est aussi de la matière pour notre cognition et notre santé mentale. Pour fonctionner de manière optimale, le cerveau a besoin d'une synergie de nutriments essentiellement issus de notre alimentation, car notre corps ne peut pas les synthétiser en quantité suffisante. Grâce à tous ces précieux nutriments qui interviennent chacun à différents niveaux, on maximise donc nos fonctions cognitives tout en régulant notre humeur et notre gestion du stress et on se protège des pathologies comme la dépression et la neurodégénérescence. Un équilibre de notre flore intestinale favorisé par une alimentation riche en oméga 3, en fibres, en minéraux, en antioxydants peut donc jouer un rôle pivot dans la modulation de notre bien-être mental et cognitif. Et pas besoin pour autant d'être en mode discipline militaire pour tirer avantage de nos saveurs préférées, il s'agit juste
d'optimiser son alimentation pour en tirer le meilleur. Maintenant que vous savez tout cela, si vous souhaitez booster votre productivité, votre mémoire, votre concentration et même votre capacité de prise de décision, rappelez-vous qu'un simple choix alimentaire stratégique en amont peut être la clé de votre performance optimum. Mais au-delà de la performance, c'est surtout la carence qu'il faut absolument éviter, car c'est là que se trouve le danger qui mène à la dégradation de l'humeur, à l'irritabilité, au stress et bien sûr au ralentissement, voire au déclin de notre cognition. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez sans raison apparente un peu dans le brouillard, sous tension ou mélancolique, pensez à vous alimenter de manière astucieuse, car brain manger, c'est là le début du bonheur. Dans cet épisode, nous avons principalement parlé du rôle de l'alimentation dans le bon fonctionnement du cerveau, et vous le savez déjà, certains aliments sont moins bénéfiques. Mais le lien entre le cerveau et l'alimentation ne s'arrête pas simplement aux effets bénéfiques ou néfastes des aliments. Il y a pléthore de mécanismes qui se jouent lorsqu'il s'agit d'alimentation, que ce soit pour nos préférences alimentaires, l'effet de satiété et nos fringales, le plaisir gustatif ou le dégoût, les effets de certains régimes ou les troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment encore matière à discuter. Alors, je vous propose d'explorer tout cela dans de futurs épisodes de Neureka. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,